Bonjour, bienvenue chez YoYo pour des conseils pro et perso. Aujourd'hui, nous allons aborder comment sortir d'une situation de harcèlement au travail. Parce que vous êtes nombreux à vivre cette situation et vous ne parlez pas. Vous restez dans votre coin ou vous n'y croyez pas. Donc moi, aujourd'hui, j'ai décidé vraiment de parler de cette situation d'harcèlement au travail. Je vais commencer par une première citation de Pierre Desproges. Un mot qui vient bien, ça peut tuer ou humilier sans qu'on se salisse les mains. Une des grandes joies de la vie, c'est d'humilier ses semblables. Alors, moi, vraiment, aujourd'hui, chez YoYo, nous allons aborder comment sortir d'une situation d'harcèlement au travail. J'ai identifié 11 points. Parce qu'en France, on compte une femme sur 5 et un homme sur 7 victimes d'harcèlement au travail. J'avais déjà entendu parler d'harcèlement au travail. J'ai déjà reçu des personnes victimes ou témoins dans le cadre de mon travail. J'ai vu des reportages télévisés sans comprendre véritablement le mal que ça produit au fond de soi et les idées noires qui apparaissent dans la tête des gens. Donc, les 11 points qui permettent vraiment d'identifier qu'une personne est victime d'harcèlement au travail. Alors, c'est important que l'on puisse vraiment les identifier, les comprendre, parce que ce sont des signes annonciateurs qui vont probablement engendrer des arrêts de maladie, du repli sur soi, de la fatigue. Ça, c'est vraiment les signes de souffrance. Donc là, il y a par exemple l'isolement d'un salarié, c'est un signe de souffrance. Dans ce signe d'isolement de salarié, il faut bien identifier si c'est le salarié qui s'isole, si on l'a isolé ou si c'est vraiment, il est seul, personne ne lui parle vraiment. Donc ça, c'est très important. Les actes répétitifs. Les actes répétitifs, en fait, ils peuvent être souvent déguisés à travers des mails très professionnels et constants, avec des tâches irréalisables vouées à l'échec. Donc là, ça veut dire vous avez des mails vraiment très professionnels, avec des belles tournures, mais avec des longues tâches irréalisables, hein, parfois vouées à l'échec, même pas parfois, souvent. Aussi, on vous donne des tâches dévalorisantes. Donc ça aussi, c'est des signes. On vous met à l'écart dans certaines réunions. Il y a une transmission d'informations qui peut être tardive et il y a aussi de la rétention d'informations. Ce sont vraiment des points qui permettent d'affirmer que la personne est victime d'harcèlement au travail. La surcharge de travail aussi, hein. La surcharge de travail, c'est aussi ça. C'est aussi un signe d'harcèlement, la surcharge. Bien sûr, vous avez aussi, parfois, on peut être exposé à une situation avec d'autres protagonistes pour amener à l'échec. Donc ça aussi, c'est vraiment un signe. C'est important. Il y en a beaucoup. Je vous invite bien sûr à les identifier, à faire des recherches. C'est très important. Il y a aussi des critiques aussi quotidiennes et injustifiées. Donc ça aussi, il y a des phrases aussi qui sont très provocantes. Alors des fois, on vous dit, il faut garder votre calme. Gardez votre calme, c'est important. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les signes qui permettent d'identifier que vous êtes victime d'harcèlement. Derrière ces signes, il y a aussi les mauvaises conditions de travail. Il y a les humiliations répétées et délibérées. Vous voyez ce que je veux dire? Donc tout ça, ce sont des signes d'harcèlement au travail. Regardez ce qui se passe autour de vous parce qu'aujourd'hui, on prône le bien-être, la qualité de vie au travail. Vraiment, les personnes cherchent majoritairement l'épanouissement professionnel, même si aujourd'hui, on sait qu'il y a l'inflation. Bien sûr, on a envie de se sentir bien au travail. Donc, le salaire n'est pas forcément la priorité à partir du moment où on ne va pas avec une boule au ventre au travail. Le mal-être ou l'harcèlement au travail, c'est vraiment une représentation que l'on a en fonction de sa propre réalité. Parce que c'est chaque personne qui vit sa propre situation au travail, qui vit son histoire au travail, qui vit son rapport au travail et qui vit réellement la situation. Donc c'est sa réalité, c'est sa description qu'il fera de la situation vécue.
Donc il y a ces signes-là, mais au-delà de ça, il y a des signes de souffrance aussi qui se manifestent derrière ces points qui nous permettent d'affirmer l'harcèlement, il y a des signes de souffrance. On va retrouver la fatigue, le stress, l'insomnie, le repli sur soi, l'envie de mourir. Vous voyez? Et là, on parle souvent de TS, des tentatives de suicide. On va retrouver les pleurs, les crises de larmes, la somatisation, parce que souvent, c'est le corps qui parle. Et tout va se manifester peut-être par des réactions épidermiques, autre chose. Voilà. Ne pas manger des journées entières, la perte de confiance en soi et de motivation. Et derrière tous ces signes de souffrance, il y a l'omerta totale au sein de la structure. Et bien sûr, il y a aussi la peur et la boule au ventre de se rendre tous les matins sur son lieu de travail. C'est une difficulté. Moi, j'ai envie de vous dire, vraiment, toutes ces personnes qui vivent de l'harcèlement au travail, soyez acteurs, ne soyez plus spectateurs. Soyez des personnes actrices de votre situation et non spectatrices, parce qu'il y a des solutions. Et pour être actrice, ça veut dire il faut en parler tout simplement pour sortir de ce schéma complexe. Il y a des solutions, les solutions existent. Avant d'aborder avec vous les différentes solutions, j'aimerais quand même vraiment, ça me tient à cœur, vraiment vous lire un texte d'une personne qui m'a autorisé à aborder sa propre situation d'harcèlement. Cette personne m'a vraiment autorisé à vous le partager. Donc, je vais vraiment le partager avec vous. Et cette personne, elle commence en disant, je ne sais pas par où commencer. Je ne sais pas à qui me confier. Je ne sais plus si c'est de l'harcèlement ou si je me fais des idées. Je suis victime d'harcèlement au travail et je me pose la question si c'est véritablement de l'harcèlement. Pourtant, ma situation de travail a changé. Je suis seule face à cette situation et je ne sais pas vers qui me tourner, à qui m'adresser. Les actes sont répétitifs et insidieux. J'ai l'impression d'être fou. Personne ne voit et personne ne me croira qu'elles sont capables de faire ça. Elles sont deux. Ce sont mes collègues. Il a identifié deux femmes, plus ou moins. Je pense à la mort. Je veux parfois ne plus me lever du lit, mais la réalité me rattrape. Celle des factures, du crédit de ma maison, de l'école de mon enfant à payer. Je me sens obligée d'aller au travail et je suis prise au piège. Parfois, je pleure seule dans mon bureau. Je mange seule. Je ne sais pas si je suis isolée ou si je me suis isolée ou si l'on m'a isolée. Ce que je sais, je n'ai personne qui me rend visite dans mon bureau. Je suis comme dans un placard, placardisé. Alors bien sûr, hein, avec tous les signes qu'on a énoncés tout à l'heure, imaginez-vous, seul dans le bureau, probablement avec une rétention d'informations, pas convié aux réunions, il n'a pas tous les mails, ou bien il a des mails avec une véritable surcharge de travail, parfois avec des tâches qui sont presque irréalisables. Imaginez-vous, mon intérieur est brisé. Je me sens en danger. Je veux quitter mon poste. Je suis indécis et ça continue. J'ai l'impression qu'on me pousse vers la porte de sortie sans me le dire, en employant une méthode invisible et qui porte atteinte à mon intégrité. Je pense que je vais démissionner pour ne pas me tuer, pour ne pas commettre un acte irréversible. Et je me raccroche à l'importance de ma santé mentale, psychologique et physique. Et pourtant, la démission est ma solution. Je m'affaiblis, mon énergie est diminuée, je n'ai plus de force pour comprendre et analyser ce qui se passe. Je l'écris à nouveau. Les actes sont répétitifs et très bien faits, c'est-à-dire invisibles. J'ai identifié les personnes, mais qui me croira et qui me sauvera dans cette institution où on a le sentiment que c'est la normalité, tellement j'entends des histoires similaires au sein de la structure. Voilà vraiment ce que j'ai voulu partager avec vous et cette personne, elle se pose une multitude de questions. Elle dit: «Je me pose de nouvelles questions. Sont-elles envoyées par la direction des ressources humaines? Ont-elles un mot d'ordre pour me faire fuir dans un cadre légal? Qui autorise cela? Je suis fatiguée, je suis triste, je trouve cette situation cruelle
Et je me demande pourquoi tant de méchanceté? Vouloir amener un salarié à démissionner. Pourquoi tout ce manège? C'est violent, c'est mesquin et inexplicable. Je sais que le harcèlement est souvent utilisé pour pousser les gens à la démission. Le harcèlement moral, c'est aussi une manière de contourner les procédures de licenciement légal. Le harcèlement moral est aussi pratiqué dans le but de détruire autrui. Alors, ça, c'est encore vraiment tout ce qui se dit. Vraiment, 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 vraiment. Et la personne continue en écrivant. Le harcèlement moral est aussi pratiqué dans le but de détruire autrui. Donc je reprends. Les questions fusent et mes nuits sont courtes, mes pensées sont noires d'horreur. Je remarque chaque jour la distance avec les collègues, l'éloignement des collègues avec lesquels je partageais des repas. Ils ne s'approchent plus, ils ne m'approchent plus. Comme si l'ordre était donné, je suis devenue officiellement persona non grata. Mes journées sont très longues et interminables. Je n'en peux plus. Pour me rendre à mon lieu de travail, je parcours un long trajet avec une boule au ventre. Et pourtant, je fais un métier que j'ai choisi, que j'apprécie et qui répond à mes aspirations professionnelles les plus profondes. Malheureusement, je n'ai plus d'énergie pour me battre. Je suis perdue et fragilisée. La situation devient de plus en plus dure et terrifiante. Je comprends que le plan pour me mettre à la porte fonctionne. J'ai écrit ma lettre de démission à 2 reprises sans jamais la donner. Pourquoi cette indécision, cette position, ce manque de courage, cette peur, cette conscience professionnelle? Tant de choses qui m'empêchent d'agir véritablement pour moi en ayant conscience de ce que je vis. Ce que je décris à travers cet écrit, c'est ma représentation de la réalité. Aujourd'hui, je demande de l'aide et je n'ai plus la patience d'attendre une aide ou une réponse hiérarchique. Je finis par envoyer ma lettre de démission en recommandé avec accusé de réception, par voie postale et par mail. Cette démarche m'a libérée. Je me suis sentie à la minute suivante libre, simplement libre et plus léger. C'est un moment incroyable, comme si je m'étais complètement déchargée et j'enlevais un poids. Je m'offrais de nouveaux horizons professionnels, vraiment. Merci pour votre écoute après cette lecture, vraiment. J'ai aussi quand même envie de rajouter que cette personne a vraiment écrit des mots qu'elle ressent, ce qu'elle a vécu et comment elle le retranscrit à travers l'écrit. C'est vraiment aussi une manière de se libérer, l'écrit. L'écriture, c'est une thérapie aussi. Donc c'est très important de pouvoir se libérer au travers des écrits comme ça et de le partager avec nous. Merci beaucoup pour votre écoute, mais j'ai aussi envie de répondre en disant qu'il y a des solutions pour s'en sortir. J'ai identifié 9 solutions pour sortir d'une situation d'harcèlement au travail. La première, c'est demander la médiation d'un supérieur hiérarchique. Ça veut dire la direction des ressources humaines ou le responsable ressources humaines. Voilà. La deuxième, c'est rassembler des preuves, garder une ou des traces du harcèlement et engager une procédure. C'est vraiment la deuxième solution. La troisième, vraiment, des solutions, c'est prévenir les représentants du personnel et ou le comité social économique, anciennement dit CHSTC, un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Vraiment, ils ont un rôle de prévention et aussi de veiller à la santé, à la sécurité, l'amélioration des conditions de travail des salariés et la protection de la santé publique et de l'environnement. Donc, il faut vraiment solliciter les représentants du personnel ou le comité social économique, CSE. C'est très important. En quatrième point, ne plus aller travailler en utilisant son droit de retrait. C'est aussi une possibilité, vraiment. Le cinquième point, qui est beaucoup plus pertinent, c'est prendre rendez-vous avec le médecin du travail pour mettre fin vraiment à une situation de souffrance au travail. Le médecin peut déclarer le salarié inapte, ce qui oblige l'employeur à proposer un autre poste compatible
avec les compétences du salarié. Donc ça, c'est une autre solution. Il y a aussi la possibilité de se confier à un professionnel, comme un psychologue, une assistante sociale, le médecin de prévention. Ce sont des personnes qui sont professionnelles, qui offrent un espace d'écoute, surtout la psychologue, c'est vraiment, elle vous permet de vous libérer au travers d'un espace dédié pour vous. Elle mettra en place éventuellement aussi, et probablement et sûrement même, un travail collaboratif avec vous. C'est très important de pouvoir se confier à un professionnel qui vous aidera à surmonter la situation. Parler à une personne de confiance, ça peut être une personne de la famille, ça peut être des amis aussi. Donc c'est très important, de pouvoir parler à une personne de confiance. Vous avez aussi des associations pour les personnes victimes d'harcèlement au travail. Vous pouvez intégrer une association. C'est aussi pas mal de se rapprocher d'une association pour les personnes victimes d'harcèlement au travail. Et puis, la dernière possibilité que moi j'ai identifiée, c'est partir pour s'offrir de nouvelles opportunités professionnelles. Généralement, hein, majoritairement des cas, dans la majorité des cas, on dit majoritairement, c'est plutôt dans la majorité des cas, vous verrez, il peut y avoir des situations qui vont jusqu'au prud'homme, au tribunal, hein, ça c'est clair. Il y en a, mais la majorité des cas s'offrent de nouvelles opportunités professionnelles. Et vous savez pourquoi? Parce que souvent, les harceleurs restent sur place et les personnes harcelées quittent, changent de structure, changent de service. Vous verrez. Regardez, majoritairement, ça se passe comme ça. Je vais d'ailleurs revenir sur un rappel, historique, l'affaire France Télécom. Je crois que vous la connaissez tous, hein. Il y a eu un procès emblématique, du harcèlement au travail, le procès de France Télécom. Au total, il y a eu quand même 19 personnes qui s'étaient donné la mort, hein, suite à la souffrance importante subie, au travail il y a environ, plus de 10 ans. Et il y a eu quand même 12 tentatives. Donc là, 12 tentatives, c'est quand même beaucoup avec 19 personnes qui s'étaient donné la mort. Les familles, hein, comme vous le savez, des victimes ont été vraiment, soulagées après le réquisitoire, hein, c'est très important parce que ce sont des réquisitions exceptionnelles et une première pour une entreprise du CAC 40. Donc voilà, c'est vraiment j'avais envie de vous parler de cette situation et je vous invite vraiment à relire, cette affaire France Télécom. Et c'est important parce que le harcèlement au travail est toujours d'actualité. Il se subit, les gens en parlent très peu. Ils préfèrent se mettre en arrêt de travail ou autre. Souvent, on se retrouve face à des managers qui sont dépassés par le manque d'effectifs, qui occultent la vérité. Parfois même, ils sont très impuissants ou même complices d'un système. Et on va s'apercevoir effectivement que le taux d'absentéisme au travail raconte des histoires où l'on retrouve aussi de l'harcèlement. Donc j'ai vraiment envie de vous dire, on est tous concernés et ne soyons pas indifférents face à des collègues qui peuvent être en souffrance. C'est pour ça qu'il est important de faire attention à l'autre, d'être vraiment dans la question justement de l'entraide, du partage au sein des structures. C'est important que tout le monde arrive au travail pour travailler. On a tous nos problèmes, effectivement, ils existent, mais encore en avoir au travail, c'est compliqué quand même. C'est difficile. Donc n'oubliez pas que ça peut générer de l'absentéisme. Qui dit absentéisme dit manque d'effectifs. Et qui dit manque d'effectifs, pour les présents, il y aura une surcharge de travail. Et s'il y a une surcharge de travail, à un moment donné, on ne peut plus. On est épuisé professionnellement. Donc là, on n'est pas harcelé, mais on est en surcharge de travail. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment un cercle dont je pense qu'on est tous vraiment concernés. D'ailleurs, il y a un psychiatre, Michel Debout, et qui est en même temps auteur d'un rapport sur l'harcèlement institutionnel. Il estime qu'il y a dans le harcèlement moral au travail une idée de répétition. C'est un processus dans lequel le salarié va se sentir enfermé et donc il ne saura pas se libérer. De plus, il ne s'agit pas seulement de comportements pervers, mais c'est bien l'organisation qui est mise en cause. Vraiment, j'ai trouvé ça très intéressant. Et c'est pour ça que je reviens à dire, nous sommes tous concernés jusqu'à la direction des ressources humaines.
C'est très important vraiment de comprendre l'absentéisme au travail, de travailler sur cette question-là, parce qu'il peut y avoir du manque d'effectifs, mais dû à quoi? Il faut se poser les bonnes questions. Et souvent, les maladies se génèrent parce qu'il y a du stress, parce qu'il y a de la peur, parce qu'il y a de l'harcèlement. Il y a tellement de facteurs qui vont engendrer des problèmes de santé ou autres. Donc vraiment, je pense que c'est important de prendre tout ça en compte. Et pour conclure, je dirais simplement que le harcèlement moral et psychologique fait de manière insidieuse au sein d'un système complice, où vous êtes seul face à ces actes répétés et invisibles. Par conséquent, la situation devient opaque et se vit entre la victime et l'harceleur. Vous voyez un peu dans quoi on est? C'est pas évident. Alors, les conseils de Yo-Yo sont les suivants. Fuyez, ne vous tuez pas. Dénoncez si vous le pouvez. Ne restez pas seul, parlez. Écrivez pour vous libérer. Ressourcez-vous auprès de votre famille, de vos amis. Évadez-vous en contemplant la nature ou un beau paysage ou allez au bord de l'eau. Et le dernier conseil, croyez à nouveau en vous et avancez. La vie est belle et ne donnez pas l'autorisation à quelqu'un de vous la retirer sous quelque forme que ce soit. Prendre conscience d'être victime d'harcèlement, c'est aussi prendre la bonne décision pour soi et à un moment donné, dire stop. Merci pour votre écoute. Merci pour votre écoute.